vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, magnifique. Ah ouais, le capitaine Stubbing. Ah, il s'appelait Capitaine Stubbing. Ah bah c'est capitaine Stubbing. Oui, mais bah, je regardais c'est- pas trop la croisière s'amuse, mais La j'aimais croisière beaucoup la s'amuse. chanson. Vous connaissez pas la croisière s'amuse? Le titre me dit quelque chose, Ah, mais bah, c'était ce bateau de croisière. Magnifique. ça n'a avec- rien à voir avec le capitaine Troy. Non, Ah rien non, du rien à tout. voir. C'est le Il capitaine était beau aussi. Hein. Ah ouais, il Ah était oui. beau. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. C'est de l'amour aujourd'hui. Ah, c'est de l'amour. Et Ah, je c'est suis- de l'amour. C'est pas de l'amour entre nous, Philippe David, c'est de la rage. C'est de la rage. Oui, alors Ouais. vous me permettrez de faire un petit message. Je suis très heureux d'être de retour avec vous et je voudrais rendre hommage à des gens à qui j'ai eu affaire hier, c'est-à-dire les pompiers de Nanterre, le SAMU de l'hôpital Ambroise Paré, les urgences de l'hôpital Foch. Ça, c'est pour ma femme, et les urgences pédiatriques de l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg qui se sont fabuleusement bien pour deux urgences totalement différentes, particulièrement bien occupées d'elles. C'était votre journée hier. C'était ma journée. Je voulais vous remercier, Cécile. Quand je vous ai appelé, on avait le SAMU à la maison. Votre première question était de me dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Ah bah oui. Et ça m'a énormément touché. J'ai eu beaucoup de messages, Philippe Billiger, votre compagnon, sa femme, etc. Tout le monde, merci à vous et merci à toutes ces équipes, à tous ces pompiers, ces médecins qui font un travail extraordinaire et qu'on est heureux de trouver. Merci à eux. Voilà. Et merci Rendre à Jean-Marie hommage à Bordry cette aussi belle pour le profession. remplacement brillant. Et pour la belle imitation qu'il a tenté de faire de vous, Philippe David. C'était C'est ça. dur. Ah ouais, c'était pas facile. C'était pas facile, c'était Mais pas gagné vous tout de pourriez suite. continuer vos hommages, c'est très agréable. Oui, c'est ça. L'ensemble de la profession, je remercie. Il ne s'agirait pas de Cécile de Minibus, on dirait vive le service public. Soyez les bienvenus pour cette journée de Saint-Valentin. On espère que vous allez trouver votre Valentin ou votre Valentine. hein. Si vous ne l'avez pas peut-être aujourd'hui, on vous le souhaite, quoi qu'il en soit. Ce numéro de téléphone, le 0826 300 300 avec la fine équipe qu'on vous présente dans quelques instants. Le grand débat du jour à 17h30. Bruno Retailleau, figure montante de la droite, est partout, à Grenoble aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur brigue la présidence du parti LR aux grandes dames de son désormais rival Laurent Wauquiez, auquel il fait de l'ombre. Alors parlons vrai, est-ce que Retailleau a d'ores et déjà pris le dessus sur Wauquiez? À cette question, Retailleau est-il devenu le leader naturel de la droite? Vous dites oui à 53%, ce qui doit faire plaisir à Philippe Billiger. Absolument, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Retailleau. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. LFI saisit la justice contre François Bayrou pour non-dénonciation de violences sexuelles au collège-lycée de Bétarame. Selon Mediapart, le Premier ministre les aurait délibérément passés sous silence. Accusation vivement contestée par le chef du gouvernement. Alors parlons vrai, est-ce que dans cette affaire, les explications de François Bayrou vous ont convaincu? Et à cette question, Bayrou peut-il être fragilisé par l'affaire Notre-Dame de Bétarame? Vous dites oui à 83%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Soyez les bienvenus, c'est les dernières vraies voix de la semaine. Les vraies voix Sud Radio. Et sous le signe de l'amour, cœur sur lui, Ah Philippe oui. Bilger. Ah oui, j'aime tellement être aimé que Ouais. finalement il me semble, comme disait Driel-La Rochelle, que parfois j'aime. Est-ce qu'on dévoilerait une surprise si vous nous disiez ce que vous faisiez pour la Saint-Valentin? Eh bien, on voulait aller au restaurant, mais la plaie, c'est qu'ils font des menus spéciaux pour Voilà. la Saint-Valentin. Et résultat, on va se faire livrer un énorme plateau de fruits de mer. Et j'ai fait un tout petit cadeau, mais ce sera une surprise. Ah, bah, très bien. Et Luc, vous, ma chère Cécile? surprise. Luc Gras est avec nous, bien entendu. Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Merci d'être avec nous et qui est venu avec un très joli cadeau, ce livre La démocratie en péril, avec une très belle dédicace et surtout un très petit joli mot sur Sud Radio, sur la couverture. Bienvenue cette Saint-Valentin, on fait quoi? Bah, très bien, moi je suis pas comme Philippe, hein, il a déjà enlevé la cravate. Hein. Ah oui, oui. Non, aujourd'hui, je vais pas à la télé. Alors, Ce soir, ce sera soirée théâtre. Ah, vous allez très voir bien, quoi? vous allez voir quoi? Alors on va aller voir une pièce moderne, à peu près, donc personne ne connaît, mais D'accord. c'est Mais bien c'est parce pas que grave. ce sont des jeunes acteurs et c'est voilà, elle a on pas encourage. Elle n'a pas de titre. Elle a pas de titre. Elle a un titre, mais je me rappelle Voilà, plus. c'est ça. C'est ça. On vous remercie pour la promo. Merci.
dit. Donc c'est madame qui a décidé. Je suis pas là pour cette promo. Loïc Guérin est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir Loïc. Bonsoir, Loïc. Loïc, pas de dossier ce soir. Alors si. Un autre dossier. Oui, il va falloir que je me rattrape ce soir. Ouais. Ah oui, c'est un dossier perso alors. Pro, mais oui. Ah, bah, d'accord, ok. Qui attend sur le coin du bureau. Ouais. Donc ah oui, pas de Saint-Valentin ce soir. Non. Non, bon là, bon. Allez, non. on va changer de sujet. On va changer de sujet. C'est vacances pour les enfants plutôt. D'accord. Ah oui, très bien, très Ils sont bien. partis au ski avec la maman. donc Et vous, tout va bien. Philippe David? Dîner en tête à tête. Oh. Je voudrais comme une journée assez Éprouvante comme elle hier. éprouvante, c'est le moins qu'on puisse dire hier, Voilà. avec une grosse frayeur, deux grosses frayeurs. Mais là, ça va être dîner en tête à tête et farniente. Et vous, Cécile? Je sens que ce soir chez Mais les David, ça qui va faire fait la cuisine ça va recouler. Ouais. C'est vous qui faites la cuisine, j'espère. Allez, Bien sûr. Et vous, allez, Cécile, vous n'avez pas répondu. je ne sais pas, c'est une surprise. Je sais pas, on me fait une surprise magnifique, donc j'espère. Enfin, je dis magnifique, ça se trouve, ce sera pourri, mais non, ça m'étonnerait. Fabrice Doléron est avec nous au 0826 300 300. Il nous reste que très peu de temps. Bonsoir. Fabrice. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à toute l'équipe. Et avec un coup de cœur ce soir, ou pas? Bah oui, le coup de cœur, je vais pas être original, hein, c'est la journée du cœur. Donc évidemment, l'amour, enfin un peu d'amour dans ce monde cruel, Oui. qui en manque terriblement. Et en plus, moi, la Saint-Valentin, pour moi, elle dure 2 jours. Ah, pourquoi? Parce que demain, c'est l'anniversaire de la personne qui m'a offert les plus beaux cadeaux que la vie m'ait offert, les 2 plus beaux cadeaux. C'est l'anniversaire de mon épouse. Oh, magnifique. là, mais c'est pas possible. Oui. C'est un film de Noël à lui tout seul, Fabrice. C'est génial. Vous n'avez qu'un cadeau à faire comme ça. Mais moi, déjà, je lui ai offert le plus beau cadeau que mon père a offert à ma mère. Hein. Ah, c'est-à-dire voilà. Lui. Moi. Ah bah. Oui, j'avais trouvé. Il est bon, Fabrice. Ah, il est bon. Surtout très modeste. Ah ouais. Non, mais il a raison. C'est une journée où on peut tout se permettre. Merci beaucoup, Fabrice. Vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Avec tout ce bonheur, ça nous fait chaud au cœur. En tout cas, on vous embrasse. Sachez que jusqu'à 19h, on est là au 0826 300 300. Et dans un instant, le réquisitoire du procureur. Alors on va parler enfin d'une simplification dans l'appareil administratif. Eh bien, très bien, on va en parler dans un instant. Ça, c'est un bon teasing. On vous souhaite la bienvenue, une bonne Saint-Valentin, de l'amour et tout ça. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec notre ami Philippe Bilger, notre ami Luc Gras et notre ami commun Loïc Guérin, bien entendu, Oui. au 0826 300 300. Dans un instant avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Bon, parce que je n'avais pas entendu depuis 5 minutes. Je me suis dit, est-ce qu'il est toujours là? Mais je vous écoutais religieusement. Oh, vous êtes Il n'a mignon. pas fait de calembour. Non. Non, mais ça va venir. Félix Mathieu est avec nous dans un instant. Les 3 mots de l'actu. Bonsoir, Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va parler de Allez. Apple qui apparemment a un peu confondu Siri et Stasi d'après la Ligue des droits de l'homme en écoutant massivement les utilisateurs. On va parler aussi de la centrale nucléaire de Tchernobyl, son sarcophage endommagé par un drone. L'Ukraine accuse la Russie qui dément. Et puis du pape François hospitalisé avec des difficultés respiratoires en 3 mots, Stasi, Tchernobyl et bronchite. Merci, Félix. C'est dans un instant tout de suite. Le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. François Hollande avait parlé du choc de simplification. Il est arrivé au moins dans un secteur, Philippe Bilger. En effet, mes chers animateurs, Catherine Vautrin, qui est une ministre assez discrète, ministre du Travail, mais qui, je crois, n'a pas besoin de faire beaucoup de promotion pour faire un travail efficace, peut-être parce qu'elle est une femme, finalement, en définitive. Eh bien, elle a décidé de faire, comme pour les impôts, une déclaration de ressources pré-remplies sur le site de la CAF pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité. J'ai bien conscience que ça n'est pas une nouvelle qui va bouleverser l'univers politique et social, mais pour une fois, il y aura véritablement une simplification pour ces deux activités, ces deux régimes qui sont importants pour ceux qui ne disposent pas des ressources que nous tous, nous avons. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un choc de simplification? Alors choc peut-être pas, hein, ça reste malheureusement limité, mais c'est un bon pas. Début. Dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'on ne fait pas nécessairement des progrès. À chaque fois qu'un politique parle de choc de simplification, on peut s'attendre à de nouvelles règles, donc ça va être pire. Là, en l'occurrence, pour une fois, c'est pas mal. C'est pareil avec les impôts, on avait amélioré les choses, c'est bien fait. Ah oui, maintenant, tout Objectivement, est c'est bien pré-rempli, fait. les impôts. Hein. Ouais.
Mais c'est pas mal fait, objectivement, et ça répond bien. L'administration fonctionne bien. Ouais. Luc Gras. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Philippe, c'est que nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Autant au niveau administratif qu'au niveau fiscal et au niveau de la gestion de l'État, on voit bien, et Trump pour ça nous a enseigné, qu'il faut à un moment mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que ce pays ne pourra pas continuer à vivre selon des règles du 19e siècle au 21e siècle. Et par conséquent, la question administrative est partout prégnante et il faut aujourd'hui trouver des solutions pour simplifier, parce qu'autrement les Français ne s'y retrouvent plus et donc l'efficacité exige aujourd'hui, et cette initiative est très bonne. Mais est-ce que ça pose pas la question de la fracture numérique aussi, parce Bien que tout sûr. se fait par Internet maintenant. À l'époque, on renvoyait ses cartons quand on était chômeur par la poste. Ça a complètement changé. Ça pose pas cette question-là. Bien sûr. Et la fracture numérique, c'est d'abord une fracture générationnelle. On ne compte pas tous les anciens qui sont complètement paumés aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas remplir les papiers, parce qu'ils attendent des heures sur taper 1, taper 2, taper 3 pour revenir finalement au menu de départ, etc. Donc c'est un vrai problème et ça devrait faire partie des préoccupations des politiques que d'essayer de mettre à disposition tous ces éléments. C'est ça la citoyenneté. Comme toujours, Luc a raison. Et tant qu'on ne fera pas des dispositifs pré-fraude, ça va. Hein. Mais là, c'est utile et c'est bien. Bien sûr. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont Stasi, Tchernobyl et bronchite. La Ligue des droits de l'homme porte plainte contre Apple en France pour avoir écouté massivement les enregistrements collectés via son assistant vocal Siri dans l'intimité et à l'insu des utilisateurs. Les puissants de ce monde discutent sécurité du monde à Munich pendant qu'un drone s'écrase sur le sarcophage de la centrale nucléaire accidentée de Tchernobyl en Ukraine. L'Ukraine qui accuse la Russie qui elle dément. Et puis l'inquiétude chez les catholiques, le pape François est hospitalisé pour une bronchite qui lui cause des difficultés respiratoires. Les vraies voix Sud Radio. C'est joli, hein? Vous savez ce que c'est? C'est l'hymne de l'Allemagne de l'Est, la RDA et sa police politique, la Stasi, dont les méthodes d'écoute et d'espionnage ont été largement documentées, notamment depuis 89. Eh bien, si on en croit la plainte de la Ligue des droits de l'homme contre Apple en France, la marque à la pomme semble avoir un peu confondu dit Siri et dit Stasi. La LDH porte plainte pour la collecte et l'écoute systématique de millions de commandes vocales par des salariés recrutés pour ça. L'un d'eux s'est fait lanceur d'alerte. L'affaire va même au-delà des commandes vocales volontaire, nous indique la présidente de la LDH France, Nathalie Taillot. Nous avons également découvert, avec assez de stupeur, il faut bien le dire, qu'il y avait déclenchement de l'assistant vocal alors même que les personnes n'étaient pas au courant. Dans toutes sortes de situations de ce fait, ça peut être en voiture, ça peut être au restaurant, mais ça se déclenche à des moments où elles sont dans l'intimité de la vie privée. Donc elles sont en train de discuter avec leurs convives au restaurant, elles sont en train de discuter avec des amis dans la voiture, ou bien tout simplement elles sont dans leur chambre à coucher et a priori elles ne savent pas qu'elles sont enregistrées. La finalité de tout ça, parce que ça paraît énorme et assez étonnant, c'est une finalité de ciblage commercial, on imagine ? On n'en sait rien, on n'a absolument aucune information sur cela. Pour quelle finalité ? Nous n'en savons rien. Une plainte donc pour comprendre aussi l'ampleur et la finalité, nous dit la présidente de la Ligue des droits de l'homme en France, Nathalie Taillot. Pendant ce temps, aux États-Unis, justement, une action civile de groupe est en cours pour des raisons similaires. Elle pourrait déboucher sur un dédommagement pour chaque utilisateur de produits Apple à hauteur de $20 par appareil concerné. Philippe Bilger, la vidéo fera foi quand ça a parlé des écoutes dans la chambre à coucher. Vous avez l'air très perturbé. Ah non, moi c'est dans l'automobile. J'ai l'irisme amoureux dans l'automobile qui va parfois de manière presque plus vulgaire qu'au vrai moi. Alors heureusement qu'on m'a jamais écouté. Ouais, c'est alors en particulier du fait de ma profession peut-être un peu plus sensible que la moyenne, mais je suis terrifié évidemment, pas étonné malheureusement, mais terrifié parce qu'on a et le problème c'est qu'on assène aux gens à longueur de journée, démocratie ou non, des règles sécuritaires ou pseudo-sécuritaires, on essaie de les rassurer, à tort d'ailleurs, sans mettre les moyens qu'il faudrait pour, au contraire, assurer de la sécurité, mais en abaissant à chaque fois un petit peu plus la sensibilité aux droits individuels. Qui n'a rien à se reprocher peut être écouté, c'est un peu le laïus qu'on entend qui est trop facile, et un jour on se rend compte que, pour des raisons commerciales ou des raisons politiques, à force d'avoir abaissé les exigences démocratiques, on se rend compte qu'on n'est plus tout à fait dans une démocratie complète. Luc. Il y avait pendant longtemps le clivage droite-gauche, la droite étant plutôt intéressée par la personne, l'individu, et la gauche plutôt par le combat collectif. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que le nouveau clivage politique est entre ceux qui servent le bien commun et qui font attention à la dignité de la personne humaine,
et ceux qui essayent de maîtriser des marchés pour essayer de faire fructifier leur chiffre d'affaires, etc. On voit bien là qu'il y a des enjeux et ça va jusqu'à des détails comme celui qui vient d'être apporté par Félix. Et si je comprends bien, il y a un chroniqueur indécent sur 3. Voilà, c'est ça. mais vous savez que, enfin vous savez pas que quand moi je regarde quelque chose sur mon téléphone, une journée plus tard, mon mec a des propositions de pub. Ah oui, des produits que j'ai regardés. Ouais. C'est très courant, Ah ouais. Et c'est vrai que voilà, je vais dire oh tiens c'est bizarre. Bah non, c'est pas bizarre. Allez, le deuxième mot, Tchernobyl, avec cette attaque au drone inquiétante en Ukraine. Décidément. C'est joli, hein. Mais là, c'est l'hymne soviétique avec les paroles. Les paroles, c'est l'hymne soviétique. Les paroles soviétiques, oui, puisque la Russie de Poutine a repris le même air en changeant les paroles. Où l'on reparle effectivement de la centrale nucléaire accidentée de Tchernobyl en Ukraine après le drone qui est venu s'exploser contre le sarcophage censé contenir les radiations du site qui reste ultra radioactif pour quelques siècles voire millénaires. L'Ukraine accuse donc la Russie qui dément être à l'origine de cette attaque, de ce drone qui est venu s'écraser. Pendant ce temps, en tout cas, les puissants du monde discutent de la sécurité du monde en Allemagne, à Munich. Et le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, en profite pour adresser ce message aux Européens. En gros, vous êtes bien gentils, mais maintenant, il faut se prendre en charge, mes grands. But we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while Nous America... pensons qu'il est important dans le cadre d'une alliance commune que les Européens renforcent leur défense pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. J.D. Vance qui a aussi eu ces mots à propos de son boss, figurez-vous. In Washington, there is a new sheriff in town. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. Sheriff in town. Un shérif qui, vous l'aurez compris, chers Européens, aimerait bien que vous ne comptiez plus sur lui pour les sujets de défense. Quant à l'Ukraine, qui craignait d'être exclue des négociations États-Unis-Russie, eh bien Volodymyr Zelensky annonce à l'instant à Munich que le président Trump lui a donné son numéro de téléphone à Zelensky. Donc c'est quand même un bon début, a priori, pour pouvoir lui parler. Ça avance. Un mot ? Oh, c'est incroyable pour nous Français. On a une autre culture. Dieu merci. La France est une vieille nation, un vieux pays enraciné avec des traditions, des valeurs. Mais là, on est effrayé. Il y a un shérif à Washington. C'est fou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous invite à nous prendre en charge. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant dans ce sens où ça fait trop longtemps que l'Europe ne se construit pas. Et aujourd'hui, on est à un carrefour. Ou alors, on se déshabille, pour prendre une métaphore qui plaira à notre cher ex-procureur. Ou alors, c'est simple, on baisse les bras, ou alors enfin on construit l'Europe. Mais pour cela, il faut être plusieurs. Pour communiquer et dialoguer, il faut être deux. Il faut notamment que la France et l'Allemagne se mettent d'aplomb ensemble. Et ce n'est pas le cas actuellement de l'Allemagne qui, sur tous les projets européens, sabote tout ce que fait la France. Et sabote tout ce que fait la France. Dès qu'elle n'est pas en première ligne et qu'elle n'est pas intéressée, eh bien l'Allemagne ne joue pas le jeu. Et pourtant, ils se disent européens. Troisième mot. Qu'est-ce qu'ils ont contre les shérifs? Je sais pas. Alors qu'ils gagnent toujours. Troisième mot, bronchite. Le pape François est hospitalisé aujourd'hui. C'est joli, hein Alors là, c'est de l'ordre. Bon, allez, j'arrête. Beaucoup s'inquiètent chez les catholiques. Le souverain pontife accumule les problèmes de santé. Lui qui avait déjà subi une ablation d'un de ses poumons il y a fort longtemps. Or, ces derniers temps, eh bien oui, il accumule les problèmes. Il a dû se faire remplacer pour des événements récents. Aujourd'hui, donc, il est hospitalisé à Rome pour une bronchite qui lui cause des difficultés respiratoires, indique le communiqué du Vatican. Et puis l'actu, c'est aussi C8 qui plaide sa cause devant le Conseil d'État. Un recours contre sa fermeture décidé par l'Arcom, le non-renouvellement de sa fréquence. Mais à l'instant, le rapporteur public demande le rejet des recours de C8 et d'Énergie 12 devant le Conseil d'État. Merci beaucoup Félix Mathieu. Quel dommage, mais quel dommage d'en arriver là. Comment on peut fermer des chaînes de télé? Franchement, le rapporteur, évidemment, il a une certaine importance, mais le Conseil d'État peut être pertinent tout de même. Ouais. En tout cas, moi je pense bien aux équipes de C8 et d'Énergie 12 qui seront sur le carreau, bien entendu, avec personnellement tout mon soutien. Allez, vous restez avec nous. Aussi. Dans un instant, Bruno Retailleau, figure montante de la droite, en déplacement à Grenoble. Le ministre de l'Intérieur vise la présidence des LR aux grandes dames de Laurent Wauquiez. Alors parlons vrai, est-ce que Retailleau a pris le dessus sur Wauquiez? À cette question, Retailleau est-il devenu le leader naturel de la droite? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Aude, qui est la leader du Standard, vous attend au 0826 300 300. A tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix. Ça va Philippe David? Ça va très bien et vous? Oui, très bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger, bien entendu. Mon cher Philippe, comment ça va? En pleine forme, pas seulement parce que c'est la Saint-Valentin, parce qu'on a... Ça vous émoustille quand même un peu. Deux des meilleurs chroniqueurs de la semaine. Voilà. Il a dit ça hier, avant-hier, avant-hier. Mais le comble, c'est qu'on est sincère. Oui, c'est ça qui est fou. Mais oui, il est parfaitement dans l'esprit de la Saint-Valentin. Mais j'entends jamais le retour, c'est ça qui m'agace. Voilà, c'est ça. Vous avez remarqué, ils n'ont toujours pas compris. Hein. Il attend de... Ah ben non, c'est vous, Philippe, le meilleur de la machin. Flattez-le. Mais on le pense tellement fort que ça s'est entendu. L'ancien juriste, nous dirions qu'il ne dit mot consent. Exactement. Voilà, c'est ça. Et les animateurs. Loïc Guérin est avec nous, Luc Grain avec nous, avec ce livre La démocratie en péril. Vous nous en parlerez dans quelques instants, mon cher Luc. Et vous, au 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Hier, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, lui, a lancé sa campagne pour la présidence des Républicains. Est-ce que Bruno Retailleau est un bon candidat? Bien sûr. Je crois que le fait que nous ayons aujourd'hui pris la décision de participer à ce gouvernement a la vertu de montrer aux Français que le parti Les Républicains recèle des personnalités dont les talents sont utiles à la France. Bon, c'est pas vraiment une surprise. Laurent Wauquiez y va. Il se présente comme président des Républicains. On s'oriente donc vers une guerre des chefs. C'est parti, et très content d'être là. Laurent Wauquiez, c'est l'homme le mieux placé pour diriger notre parti politique. Et Bruno Retailleau, c'est un ministre de l'Intérieur extraordinaire et qui doit se consacrer à sa tâche qui est immense. J'attends d'un candidat qu'il défende aussi l'émancipation de la société. Donc j'attends de voir quel candidat mettra ça en avant et ne parlera pas que, même si c'est important, d'immigration, de sécurité et de dette. Bruno Retailleau, figure montante de la droite et partout, à Grenoble aussi. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur brigue la présidence du parti LR, aux grandes dames de son désormais rival, Laurent Wauquiez, auquel il fait de l'ombre, visiblement. Alors, parlons vrai. Est-ce que pour vous, les jeux sont faits pour 2027 ou est-ce que, par exemple, une autre tête peut émerger chez LR, hors Laurent Wauquiez, hors Bruno Retailleau? Et à cette question, Retailleau est-il devenu le leader naturel de la droite? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, pourtant on disait que Bruno Retailleau, personne ne le connaissait vraiment, et là, il compte. Hein. Mais on ne le connaissait pas parce que précisément comme sénateur, il se contentait de parler, de proposer avec exactement le même caractère qu'aujourd'hui. Si je comprends bien, ma chère Cécile, nous n'avons pas d'invité. Non, comme on a un politologue avec nous. Luc est à la fois expert et chroniqueur, voilà, c'est facile ça. Et le cumul des mandats. Donc on a un peu plus de temps. Si vous le permettez, d'abord, je pense qu'il faut arrêter de parler de guerre fratricide. À droite, ce serait un comble qu'on n'aime pas une joute authentique et loyale entre deux rivaux de qualité. Il est évident qu'elle doit avoir lieu. Deuxième élément, on ne peut pas juger Laurent Wauquiez comme il était il y a des années. Il y a du temps qui a passé et Laurent Wauquiez, de mon point de vue, a révélé beaucoup de faiblesses et a passé beaucoup de temps à entraver le parcours de ses adversaires présumés pour 2027. Et troisième élément, je finis, Bruno Retailleau a démontré une puissance de travail exceptionnelle et je veux dire, ça n'est pas ça qui va le gêner. Et d'autre part, depuis qu'il est là, la droite a retrouvé une image qui est tout sauf ridicule, fière et courageuse. Elle est moins gangrenée par la gauche. Et j'ajoute, pardon, je suis trop long, Laurent Wauquiez invoque une convention. Elle n'est pas totalement exacte puisque Bruno Retailleau a dit « J'avais promis de l'aider à refonder les Républicains, mais jamais de la vie pour prendre la présidence des Républicains. » Loïc Guérin. Alors j'ai pas d'opinion ferme là-dessus. Je trouve que Retailleau a effectivement une position intéressante. Il s'assume bien. Il a fait effectivement, je crois, un excellent travail en tant que sénateur. À chaque fois que j'ai eu, en tout cas, à entendre parler de lui, c'était plutôt de qualité. En tant que ministre, il a l'air de tenir plus ou moins bien, d'ailleurs plutôt mieux que pas bien les rênes. Cela étant dit, et je vais être un petit peu méchant, avant de parler de bataille de chefs, il faudrait déjà se soucier de savoir s'il reste encore un camp. Parce que les LR se sont quand même un peu illustrés par leur trahison à droite ou à gauche. Entre ceux qui ont rejoint le Rassemblement national, minorité, mais quand même pas une si petite minorité, ceux qui ont décidé de tout faire pour accéder au pouvoir, quitte à tout trahir et à rejoindre M. Emmanuel Macron,
on pourrait, si on était un peu méchant, se demander avant de se poser la question de qui va les diriger, si déjà il y a quelqu'un à diriger. Luc Gras, qui fait à la fois chroniqueur et juge de paix, on va dire, et expert. Alors en entrée, j'aime bien Philippe Bilger parce qu'à la fois c'est un monsieur, c'est une personnalité, et en même Très temps bien. il aime aller sur le terrain politique en se passionnant, prenant successivement pour parti pour les uns et les autres. On le voit bien. Bon, sur le fond, en démocratie, il est normal qu'il y ait un débat et il est plutôt salutaire que dans une des grandes familles traditionnelles françaises, il y ait plusieurs candidats de qualité, il faut le dire d'entrée. Deuxième point, c'est des personnages effectivement qui sont... J'ai eu l'occasion d'étudier le sujet puisqu'on m'a interrogé ailleurs sur ce sujet-là. Finalement, ils ont un profil assez sensible et notamment sur le fond, ils se ressemblent. Par contre, sur la forme, ce n'est pas du tout la même chose. Laurent Wauquiez, c'est quand même un premier de la classe, l'ENA, Conseil d'État, etc. Toujours premier de la classe, élu très jeune, président d'une région importante où il a très bien géré, parce que c'est très bien géré l'ARA, même si par ailleurs il y a des critiques. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui vient de Vendée, qui s'est fait un peu de lui-même, qui à chaque fois qu'il est dans un poste, travaille beaucoup et il est au rendez-vous. Mais on attendait plutôt de lui qu'il soit un deuxième couteau. Donc, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes profils. Troisième point, un sondage est sorti il y a quelques temps qui était tout à fait intéressant, qui disait sur l'attente d'une personnalité, 42% des Français attendaient une nouvelle personnalité qui n'était ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Jordan Bardella, ni Olivier Faure. Ils attendaient une personnalité. Et le lendemain, un deuxième sondage où Marine Le Pen arrivait en tête avec 38%. Ce qui voulait dire que le vote Le Pen jusqu'à présent n'est pas forcément pour Marine Le Pen. Il est pour une alternance, une rupture. Et il y a donc place dans le champ politique pour une personnalité. Est-ce que ça peut être Wauquiez ou Retailleau? On ne sait pas à ce moment-là, mais il est vrai qu'il y a un vrai débat qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme avec deux camps vraiment antinomiques? Parce que, rappelons une chose, Wauquiez a fait ses classes avec Jacques Barrot, centriste, européen, fédéraliste, alors que Bruno Retailleau a fait ses classes avec Philippe de Villiers, homme de droite, souverainiste. Est-ce que c'est pas vraiment deux droites complètement différentes? Alors, oui, c'est vrai, mais vous verrez, d'abord, au passage, aucun des deux n'est issu de la famille RPR. C'est la première fois depuis 2002 jusqu'à présent, on entendait parler de M. Bertrand, cher autrefois au cœur de Philippe, de Darmanin, de Juppé, de Fillon. C'était toujours des gens issus du RPR. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de la droite que deux candidats potentiels à la reprise du parti issu du RPR ne sont pas issus du RPR. Et c'est vrai que Bruno Retailleau a cette spécificité qu'il a été dans le camp anti-Maastricht, qu'il a été également dans le camp qui n'a pas voulu voter le traité de Lisbonne suite au référendum de 2005. Lisbonne, je rappelle, mais beaucoup d'auditeurs sont au courant qu'en 2008, Nicolas Sarkozy prend l'initiative de contourner le peuple pour faire avaliser par la représentation nationale le traité de Lisbonne. Donc il a un profil plus souverainiste, probablement aussi issu du fait qu'il était très proche de Philippe de Villiers, qui était une personnalité. La France, le parti Philippe de Villiers. Donc c'est vrai qu'il incarne ça, mais il a mis de l'eau dans son vin. Et je voudrais dire simplement une chose. Bruno Retailleau, là où il est tout à fait intéressant, c'est que c'est le catho traditionnel, mais il l'a tellement dit qu'on le sait. Et donc maintenant, à partir de cette image qui est très transparente, finalement, il est assez malicieux dans son parcours. Alors que Monsieur Wauquiez, qui est un premier de la classe, il a fluctué un petit peu. Il a été parfois un peu plus souverainiste, parfois un peu plus ceci, parfois Jacques Barrot, parfois de l'autre côté, parfois il est pas très éloigné dans les idées, dans les débats avec Marion Maréchal. Donc vous voyez, il y a deux images, deux typologies. Vous êtes plutôt Wauquiez ou Retailleau? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300 ou un autre ou une autre. Je ne suis pas persuadé que malgré la pertinence habituelle de notre animateur masculin, véritablement on puisse encore dire que Laurent Wauquiez est un héritier de Jacques Barrot. J'ai dit qu'il a fait ses classes avec lui. Oui, mais d'accord. Non, mais Laurent Wauquiez, sur le fond, il n'a guère de différence avec Bruno Retailleau. Ce qui va les distinguer, c'est l'opposition de deux tempéraments. Et le fait que, depuis quelques années, Laurent Wauquiez, à chaque fois qu'on a eu besoin de lui dans le parti, il s'est défilé. Donc c'est fondamental. Et à partir de là, et puis Laurent Wauquiez a été plombé par le fait qu'Éric Ciotti, trop longtemps, l'a considéré comme un candidat naturel, alors que très rapidement on s'est rendu compte qu'il ne l'était pas. Alors
alors que Bruno Retailleau est arrivé dans la lumière d'abord parce qu'il a agi. C'est fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de tempérament aussi? Retailleau est plutôt charmant, gentil, voilà, il est affable, exactement. Et Laurent Wauquiez, enfin tout le monde le dit, il est glacial en fait. Parce que c'est le premier de la classe qui a toujours eu tout de suite. C'est le beau gosse, le premier de la classe, 1m90, etc. Tandis que Bruno Retailleau, il a fallu qu'il mouline. Et vous regarderez qu'au niveau du gouvernement, souvent, regardez bien, il s'entend très bien, Bruno Retailleau, avec ceux issus du camp de la gauche. C'est-à-dire au gouvernement, les meilleures relations qu'il a, il peut les avoir avec Agnès Pannier-Runacher. Il est courtois et Macron l'a découvert. Il est courtois. Et Macron l'a découvert. Allez, le 0826 300 300 qui est Fabrice qui était avec nous. Fabrice, quel est votre avis sur ces deux personnalités? J'ai envie de dire, je vais les remercier parce que ils nous donnent un joli bain de jouvence. On a l'impression de se retrouver à l'époque Giscard-Chirac. Voilà, entre les deux, comme on dit, on parle d'un glacial, etc. Bon, on voit qui c'est, l'autre un peu plus populaire, on voit aussi qui c'est. Voilà, un qui s'agite beaucoup, voilà, on voit qui c'est aussi. mais moi je me méfie un petit peu je veux bien y croire, mais je me méfie un petit peu de tous les effets d'annonce qu'il y a en ce moment. Alors Philippe Bilger va me haïr dans ce qu'il va dire, mais c'est pas grave parce que moi je l'aime beaucoup. Je ne hais personne. Il y a deux personnes que je hais depuis 60 ans, c'est pas beaucoup. Mais non, mais Bruno Retailleau, lui, il nous rajeunit bien parce que pour moi, il nous refait du Sarkozy 20 ans après, quoi. Je veux dire, bientôt, il n'a pas encore parlé du Karcher, mais c'est pas loin. Donc il y a beaucoup de déclarations. Mais dans les actes, pour l'instant, alors il est retoqué, etc. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mais il essaye quand même, Fabrice. Ah oui, bien sûr, il essaye. Mais justement, il aura un bilan. Il aura un bilan à défendre. Et le bilan, quel sera-t-il? Et puis, il aura l'étiquette d'avoir participé à la gouvernance Macron. Est-ce que ça va pas lui jouer des tours aussi? Et Laurent Wauquiez, Fabrice. Et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, je rejoins un petit peu. Bon, effectivement, il a... c'est un peu Laurent Wauquiez, c'est un mystère. Bon, en tant que gestionnaire au niveau de la région, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Il a fait ses preuves et c'est pas une région, c'est pas une petite région, c'est pas simple à faire. Après, effectivement, quoi, on peut appeler ça, bon, il n'a pas été là quand il fallait, etc. Tout ça. Bon, il a eu à un moment donné la présidence des Républicains. Bon, il y avait Éric Pécresse qui lui a mis des pots de banane, faut pas l'oublier. Puis quand il est revenu, il a posé ses conditions. Il n'a pas voulu rentrer à n'importe quelle condition au niveau du gouvernement pour finalement ne pas y rentrer. Je pense que ça va jouer, ça aussi. Ça aussi, ça peut jouer en disant moi j'ai pas été à la soupe, quoi. Voilà, ça aussi, ça peut jouer. Philippe Bilger. Vous évoquiez tout à l'heure, dans la présentation du débat, Retailleau évoquait. Oui. Je ne voudrais pas qu'on oubliât quelqu'un que j'aime beaucoup à droite, c'est David Lisnard. Lui-même va être candidat. C'est pour ça que j'ai dit, y a-t-il une troisième personne qui peut émerger dans mon... Vous êtes toujours pertinent, ça va de soi. Et c'est pour ça que beaucoup, chez les Républicains, souhaitent une primaire. Oui. Contrairement à ce que voulait Laurent Wauquiez. Loïc Guérin veut réagir depuis tout à l'heure. En fait, j'allais abonder effectivement sur la différence de positionnement, et l'auditeur disait très justement, et Fabrice disait très justement et avec pertinence, il y a un positionnement différent. Et alors, il parlait lui de bilan, donc un peu négativement, ou en tout cas avec un risque négatif pour M. Retailleau. J'aurais tendance à voir les choses peut-être à l'inverse, c'est qu'en ayant pris le risque et en acceptant le risque d'avoir des responsabilités au niveau national, la figure est devenue beaucoup plus commune aux Français, et Philippe Bilger très justement tout à l'heure le disait. Jusque-là, il était le besogneux sénateur qu'on voyait dans certaines commissions d'enquête, très bon, mais quand on s'en souciait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'image politique nationale évidente, là aujourd'hui c'est différent, donc ça va jouer à mon sens largement sa faveur par rapport à l'autre possible candidat qui a décidé de rester régional. Surtout avec une élection qui se déroulera en mai. Donc il a le temps de faire des choses. Effectivement, il y a bien un enseignement à tirer de cette période, de cette phase-là, de cette séquence, comme on dit. C'est bien qu'il vaut mieux, il y avait deux stratégies, aller au pouvoir, essayer de faire tout ce qu'on peut, même si on n'a pas de majorité, c'est ce qu'a fait Retailleau, mais ça l'a fait connaître. Et en comparaison, qui aurait mieux fait
dans son domaine, hein, que lui, à sa place, sans majorité. Personne, Marine Le Pen, Jordan Bardella, à la place de Retailleau aujourd'hui, ferait pas mieux. Il n'a pas de majorité. Donc c'est une sorte de ministère de la parole et qui montre que lui, il est dans l'action. Tandis que Laurent Wauquiez, il s'est laissé derrière, effectivement. Mais il est premier de la classe, mais lui, il a un vrai problème, Laurent Wauquiez. C'est sa personnalité actuellement. On sent bien qu'il y a du potentiel, mais il faut qu'il fasse sa catharsis. Il faut qu'il casse la glace. Il va falloir un moment qu'il prenne des initiatives en termes de communication, parce que s'il reste sur son avantage... Il y a des chroniqueurs qui vous laissent pas la parole. Non, mais s'il reste sur son avantage... Et enfin, pour l'ISNAR, je suis un peu désolé, parce que c'est le jour des amoureux, mais je vais très vite. Mais à chaque fois qu'il y a des candidats de l'ISNAR dans des partiels, ça fait flop. Donc, il est certainement un homme de qualité, mais à Boulogne, encore récemment, le candidat l'ISNAR est arrivé dernier des 4 de droite. Donc, c'est compliqué quand même. Je parle de l'ISNAR, pas de ses candidats. Ah bah oui, mais c'est un peu pareil. Est-ce qu'il est courageux, Retailleau ? Oui, c'est quelqu'un d'incontestablement courageux, bien sûr. C'est quelqu'un qui a des convictions. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il a des convictions. Est-ce que c'est parce que veulent les Français, quelqu'un de courageux ? Bien sûr, c'est pour ça qu'ils montent dans les sondages. Courageux et sincère. On peut tout dire de Retailleau, mais tout ce qu'il a promis, il essaye de le faire. Mais si on regarde la dernière présidentielle, Pécresse, 4 et quelques pourcents. 78. Oui, ça a été, 18. Oui, ça a été une candidature de témoignage. Quand on voit qu'aujourd'hui, mais non, mais c'est vrai, comme Hidalgo, ça a été une candidature de témoignage. Un 75. Quand on voit les scores du RN plus Zemmour, qui sont à près de 40% des voix, est-ce qu'il y a un espace pour quelqu'un de LR aujourd'hui ? Alors moi, je prends l'hypothèse où Madame Le Pen est condamnée le 31 mars et donc ne peut pas se présenter aux élections, et à ce moment-là c'est Jordan Bardella qui reprend le flambeau, et c'est toute la spéculation d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il n'a qu'une chose en tête, c'est aller vite à l'élection présidentielle contre Jordan Bardella, parce que Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter. Et là il se dit qu'un débat Mélenchon, qui a une culture générale extraordinaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, face à Jordan Bardella qui a l'âge qu'il a, hein, et qui n'a pas l'expérience de Mélenchon, il y a quelque chose à jouer. Alors imaginez Retailleau à la place de Mélenchon face à Jordan Bardella, ou même Wauquiez. Bien sûr que on voit bien, élection après élection, que Macron n'était qu'une grande et longue parenthèse. Le nini n'existe pas dans notre pays. La culture générale, elle est une gauche et une droite de gouvernement. Et tout l'intérêt, c'est de voir si le train va, les tramways vont se croiser avant ou après l'élection. Mais évidemment qu'il y a un retour de la droite modérée dans ce pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre question qui se pose ? Le positionnement du candidat de la majorité actuelle. Parce que Édouard Philippe, la majorité actuelle, c'est-à-dire Horizon et bloc central, le bloc central, qui peut également pomper, vous me passerez l'expression, beaucoup de voix à Retailleau, notamment via Horizon et Édouard Philippe. Il n'y aura à la place que pour un seul candidat qui ne sera pas Marine Le Pen dans l'hémisphère droit de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Il n'y a pas la place pour deux. Ah bah ce sera peut-être moi, vous savez. On sait jamais. Excusez-moi, vous avez un poste à m'offrir au cas où ça se passerait bien ? Bien sûr, vous serez première dame, Philippe. Vous en avez déjà un hier grâce à Sébastien Ménard. Non, c'était avant-hier, premièrement. Et deuxièmement, il est jamais trop tard pour essayer de se recaser. Donc, vous ne seriez pas en train de manger à tous les râteliers ? Si, je fais du bilgère. D'accord, très bien. Non, il change de candidat, mais toujours à droite. Toujours à droite. Voilà. Vous n'avez pas changé, Retailleau, impeccable. Voilà, Gabriel Attal. Gabriel Attal a du talent, mais on peut n'être pas d'accord avec lui. Vous oubliez, il y a encore un an, vous y avait aussi Ciotti et Marlex dans les gens que vous aimiez. Je ne les ai jamais poussés au nu. Moi, j'ai connu Ciotti quand il était à droite. Vous l'avez poussé dans le ravin, surtout. Je ne déteste pas. Moi, j'ai plutôt connu Xavier Bertrand. Oui. Qui c'est qui l'a dit Voilà. Vous êtes face à vos contradictions. Mais ça n'est pas moi qui invente les propos de candidats. Allez, soyez les bienvenus. C'est la Saint-Valentin. On s'aime quand même, vous savez. On revient dans un instant avec Fabrice, notre vraie voix du jour, pour le qui c'est qui l'a dit. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, c'est vendredi, on est un petit peu plus léger, ce qui est normal, on s'amuse avec aujourd'hui Philippe Bilger, bien entendu, Luc Gras et Loïc Guérin. Philippe David est de retour, c'est bien, vous allez repartir ce soir. Ah oui. D'accord. C'est bien. Vous serez pas là ce week-end? Ah bah non. Et vous? Non, non plus. Allez, tout de suite, le qui c'est qui l'a dit, en tout cas c'est Fabrice qui lance le jeu. Cher Fabrice. Chers amis, le monde entier nous l'envie, le c'était qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio. Très beau lancement. Ils sont formidables. Et vous savez qu'à force, il y a des marques qui vont nous dire, mais donnez-nous ces gens qui nous donnent des slogans incroyables. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Ce qu'il manque dans notre droit, c'est la sanction. Darmanin? Ah non, c'est d'abord l'auditeur.
Oui, Fabrice. Gérald Darmanin. Oui, Bonne voilà, c'est ça. réponse de Fabrice. Bravo Fabrice. Non, mais je l'avais, promis. Il l'avait. Promis. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Je suis disponible pour la nation. Ah putain, je l'ai. Oh là, mais dis donc, Fabrice. Ah, je suis du sud-ouest. Bon. Oui, c'est la virgule. Ah ouais, je l'ai entendu. Bon, ça me revient plus, mais je l'ai. Allez, C'est allez. quand même Royal. Attal. Non, Pas du tout. c'est pas un homme politique. Non. Ah, c'est pas. Oh là, ils sont Villepin. effectivement- Non, Ah bah, c'est pas un homme politique, Villepin. C'est un penseur, pas c'est pour un lui. penseur. C'est un patron de distributeur. Patron de distributeur. Leclerc. Il l'a dit dans le casse Leclerc. Il l'a dit. Il l'a dit avant moi. Michel-Édouard Leclerc, oui, il l'a dit avant moi, vous. vraiment. Moi, Absolument. C'est vous que je questionne. Oui, parce que- oui. Qu'est-ce que ça veut dire Il l'a dit au moins 20 minutes avant vous, Philippe. Bon, c'est indiscutable. Il l'a dit avant même qu'on ait posé la question. C'est pas Sud Radio pour rien, 20 minutes. C'est le temps de monter, quoi. À toi, pas à vous, pardon, Philippe. Non, c'est à vous. Ah C'est oui, vous qui fait Leclerc. question qui c'est qui l'a dit 3 points. Donald Trump est en train de sacrifier l'Ukraine. Zelensky? Non. 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 C'est pas Français, Emmanuel Macron, non? Non. Glucksmann. Bonne réponse. Raphaël de Glucksmann, Luc heureux Gras. député Il est bien place là-dessus. publique. Eurodéputé, place publique. Qui c'est Pour ça, il est qui l'a impeccable. dit? Est-ce qu'on a déjà vu des agents municipaux pourchasser les dealers une arme à la main? Nous ne sommes pas dans un western. Fabrice. Bruno Retailleau? Non. Bonne réponse, Éric Piolle. Ah ben il l'a dit juste avant vous. Ah non, il l'a dit juste après moi, vous voulez dire. Mais tu négocies. Alors Philippe négocie tout. Il n'était pas comme ça avant. Hein. C'est terrible. C'est dur. Qu'est-ce que vous dites? Dans le brouhaha général, je n'ai rien entendu. J'adore ces témoins-là. J'ai pas envie de. Je vais donner raison à Philippe, mais je pense que c'est Philippe David. C'est quelques secondes avant Philippe Un quart de Bilger. seconde. Oui, c'est pour lui. Comme Luc a tous les avantages aujourd'hui, C'est charmant. en 10 minutes à On va repartir ensemble, Philippe. Regardez ce jaloux là, regardez ce petit jaloux là. Très jaloux. Mais Qui c'est qui l'a dit 3 points? c'est vrai. Merci les experts de l'ADEME qui ne sont pas des experts, qui sont en réalité portés sur une idéologie d'extrême gauche. Fabrice. Jordan Bardella? Non. Il fait 1m90. Lombard? Non. Wauquiez. Bonne réponse. Merci pour les Deux. informations. J'étais pas au Il y en courant a de qui la ont taille. écouté la taille. Bah pour oui. relever. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Luc. Et comme ils sont pas nombreux de cette taille-là. Je Non, sais non, pas, non. vous auriez dit Laurent Blanc, on aurait dit non. Je crois qu'il fait 1m90 aussi. Ouais. Loïc écoute bien. Qui c'est qui l'a dit, Fabrice? On rêverait tous d'avoir un Musk français. C'est un entrepreneur génial. Fabrice. Allez, Valérie Pécresse. Non. Knafo. Non. C'était ce matin. C'est une personnalité qui monte, une femme. Une femme? Présidente de région. Belga. Celle de la Loire, là. Bonne Morancet. réponse. Christelle Morancet. 3 points pour Philippe Bilger. Joli. Qui sauve l'honneur. Hein. Et c'était ce matin Sur Sud Radio, effectivement. Question qui Oh, c'est j'aurais pu qui l'a s'abstenir, dit? parce que- 3 points. Le référendum, ce n'est pas à la place du Parlement. Le référendum, c'est complémentaire. Fabrice. Emmanuel Macron? Non. Il a été ministre d'Emmanuel Macron. Oui. Gabriel Attal? Non. Non. Bah, il était proche de Gabriel Attal. Et si je vous dis hospice? Beaune. Bonne réponse de Philippe Bilger. Bravo, Cécile. Joli. J'avais Vous pensé avez ministère de la compris Santé. moi. qu'il ne boit pas que du soda. Hospice, les ministères de la C'est Santé. très bon. C'était pas mal, c'est pas mal. Qui c'est qui l'a dit? Tiens, allez, sur les rapports Wauquiez-Retailleau, on va se diriger vers la 105e guerre des chefs. Fabrice. Allez, au hasard, Nicolas Sarkozy. Non. Oh, il parle plus en ce moment, Nicolas Sarkozy. Ah non, mais non, il a dit qu'il prenait du recul. Oui, c'est bien. Oui, pardon. Oh, Philippe. Philippe Bilger. Non, mais c'est bien. Mais surtout Ça pas part. trop loin de son domicile. Oui. Oh, Ah, mais c'est pas possible. C'est pas Il possible. a pas d'ombre. non, bah, il est très connu, il est chef de parti. Chef de parti. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et si sa patronne... Bardella. Voilà. Bonne réponse de Luc Gras, mais là, on met les points à Luc Gras quand même. Il était Merci ordinaire. Cécile. Merci Eh Cécile. bien, écoutez, Luc Gras, bon, le politologue gagne au qui c'est qui l'a dit, c'est assez logique. Il y a une logique. Fabrice Briand à égalité avec Philippe Bilger, Ouais. 6 points. Loïc Guérin,
tranquille, lui il défend la veuve et l'orphelin, donc bien élevé. Il fait œuvre de bonne volonté en laissant les autres gagner. Acte de présence. Je note quand même, Il parce que je vais quand même pas. aller un peu à ma défense. D'habitude, je suis Fanny. Oui, c'est vrai. Je ne le suis pas aujourd'hui. Et ben voilà, ça y est, Donc je considère que j'ai fait des progrès. Vous passez donc en classe supérieure, bravo. C'est bien. Je passe à la 3e classe. Ouais. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite en tout cas un très bon week-end. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Et surtout, ne changez rien, je vous adore à tous. Merci, on vous adore aussi. Fabrice. On vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Dans un instant, le journal et puis la météo importante pour le week-end de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. La première qui dit la vérité, elle doit être exécutée. Guy Béard est très à la mode en ce moment, surtout dans mon coup de gueule. Ah ben très bien. Ouais, on parle dans un instant. On n'a rien compris, mais comme à chaque fois, hein, c'est un teasing. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. J'adore cette chanson. Ah oui, magnifique. Love. Je crois que c'est l'une de mes chansons préférées. Ah oui, elle est magnifique. Mettez un peu fort, mon cher Maxime, s'il vous plaît. On se dandine un peu. Extraordinary. On vous souhaite une très belle fête, en tout cas pour les amoureux et les non-amoureux qui certainement vont trouver quelqu'un très 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 rapidement. Dans un instant, les amis, le coup de gueule de Philippe David et en attendant le 0826 300 300, vous laissez des messages et on les écoute. C'est Jean-François à Béziers. C'est juste une petite remarque par rapport à tous ces drames qui endeuillent la France depuis des années. Quand Jacques Chirac a supprimé le service militaire pour les hommes, celui-ci était précédé 2 ans avant par ce qu'on appelait le Conseil de révision. Tous les jeunes Français passaient devant des services médicaux pendant 48 heures, y compris des services psychiatriques. On appelait ça les P3, les P4, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus de dépistage, et ça aggrave encore plus la situation des familles. Voilà, bonne journée. Vrai sujet, ce qu'on appelait également les 3 jours, même si ça durait qu'1 jour en fait, mais ça s'appelait les 3 jours, le Conseil de révision. D'accord avec ça, que ça a été une erreur de supprimer le service? On en avait parlé, je crois, hier ou avant-hier, et c'est vrai, et miraculeusement, j'avais passé l'épreuve psychiatrique. Il n'était pas compétent alors, le psychiatre, je pense. Hein. Mais mine de rien, c'était bien. Tout de même, il faisait un examen rapide, tout de même, puisque vous avez réussi, vous, Philippe. Non, mais on m'a envoyé chez le psychiatre et je pensais être normal, il m'a mis P2. Mais j'étais apte, hein, évidemment. Le parking P2. Je pensais que j'étais normal, donc P1 total. On dit non, il n'y a personne P1 ou presque, vous êtes P2. Mais je suis surpris que vous ayez franchi l'épreuve psychiatrique. Bah, si vous l'avez franchise, j'avais aucun risque d'échouer. Loïc Guérin, d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. Je vais même vous faire part d'une anecdote, parce que moi, quand j'ai vécu mes 3 jours, qui duraient qu'effectivement une journée à Vincennes, étudiant en droit, plutôt en fin d'études, donc évidemment entouré de gens éduqués, j'ai été assez surpris, même si j'ai une famille modeste et j'en suis très fier, de voir une espèce de thermomètre de l'état du pays. C'est ça. Avec des gens, les tests objectivement étaient ultra simples, c'était des tests de logique pure, pas très compliqués pour des étudiants, bac plus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on part du postulat que finalement c'est le cas de tout le monde. Et il n'y a aucune connotation péjorative dans ce que je vais vous dire là. Au contraire même, beaucoup d'empathie pour les gens que je voyais durs à la tâche, qui essayaient de comprendre, qui soufflaient, et qui en réalité tout simplement ne savaient pas lire. Ouais. Et ils n'étaient pas 1 ou 2 sur 1000, mais ils étaient beaucoup plus nombreux que je ne croyais. Et j'ai trouvé que pour des gens qui sont amenés par la suite à avoir certaines responsabilités sociales, dont je pense je fais un peu partie aussi, comme vous tous, c'était pas mal d'avoir un rappel que pour certains, la situation est beaucoup plus difficile, et de se rappeler qu'il y a des gens en France qui ont du mal, qu'il ne faut pas les oublier quand on prend des postures un peu généralistes, en prenant comme exemple nous-mêmes. C'est marrant, il vous regarde, Philippe David, quand il dit ça. C'est beau ce que dit Loïc. Oui, c'est très beau. On a un humaniste. Le gras. Simplement, ça a probablement été une erreur,
pour le pays parce que le service militaire permettait un brassage, permettait de se rencontrer et probablement que beaucoup de jeunes un peu perdus aujourd'hui trouvaient là un moyen de se recadrer. Premier point. Deuxième point, on peut le comprendre aussi, c'était l'état du monde. On était dans la pleine période de Francis Fukuyama qui nous expliquait que c'était la fin de l'histoire, qu'il n'y avait plus d'adversaires, que la Russie c'était fini, etc. Et puis aussi, on peut comprendre que ça faisait 3 milliards d'économies à l'appareil d'État par an. Donc c'était un coût qui était important. C'était des francs, 3 milliards. 3 milliards de francs, bien sûr. Alors, bien sûr. Allez, notre excellent réalisateur Maxime dit très justement qu'aujourd'hui il y a la JAPD où on le fait, mais il n'y a plus de service derrière. Voilà. Et puis ça a scellé, je vous le dis, ça a scellé des amitiés incroyables entre certaines personnes on aurait qui se pu seraient jamais probablement rencontrées. trouver une solution intermédiaire. Il y avait beaucoup de choses à faire entre tout ou rien. Il y a souvent des nuances à apporter. Par exemple, pourquoi pas des classes pendant un été pour tous les jeunes de France, pendant 3 mois, par exemple. Ça n'aurait pas coûté si cher et ça aurait permis de développer le sentiment national. Allez, les amis, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. On fait une petite pause. Merci, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec un premier cadeau, Philippe Bilger, Luc Gras et Loïc Guérin autour de cette table. Ça, c'est un premier cadeau. Et un deuxième cadeau, c'est le Futuroscope, j'ai envie de vous dire. Puisque vous allez pouvoir remporter votre séjour au parc Futuroscope pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, d'entre 5 et 12 ans. Bon, s'il a 12 ans et demi, on peut s'organiser. Comprenant l'entrée au parc pour 2 jours consécutifs, une nuit à l'hôtel du Futuroscope, les petits déjeuners et l'accès au pestacle de la nuit. Et ça, c'est magique. Le Futuroscope, je ne sais pas si vous y êtes allé, je vous confirme que c'est juste extraordinaire. Et nous allons demander à une voix neutre, Maxime, par exemple, notre réalisateur, entre 1 et 10. Le 9. Le 9e appel au standard, au 0826 300 300 pour ce magnifique cadeau. Vous avez exactement 9 minutes. Allez, c'est parti. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Or, j'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. C'est vraiment ce déni, c'est celui de Madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée... Je suspends la séance. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village dont la mairie est l'hôtel de ville de Paris. Pourquoi l'hôtel de ville de Paris ? Parce que vous venez de l'entendre, l'échange entre Nelly Garnier, élue LR, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, mérite franchement qu'on s'y attarde. Rien à dire sur le fond, Nelly Garnier a parfaitement raison. Depuis des années, des gens nous disent et nous répètent qu'il n'y a pas de surviolence des jeunes, pas de surdélinquance des jeunes, que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tous ceux qui alertent face à des actes d'une rare barbarie, comme le meurtre d'Elias, sont au mieux des Cassandres, au pire des fascistes. Madame Hidalgo et ses élus sont outrés des propos de Nelly Garnier, contre lesquels ils vont d'ailleurs porter plainte. Mais le fait de suspendre la séance lors des propos de celle-ci sont un terrible aveu. Comme disait Nicolas Sarkozy, si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. Car rappelons-nous le comportement honteux d'une certaine gauche suite au viol et au meurtre de Philippine, avec l'arrachage des affiches en hommage à la jeune femme. Anne Hidalgo s'était d'ailleurs déclarée glacée par ces affiches. Une opération d'invisibilisation qui avait un nom tout trouvé, cachait donc cette victime que nous ne saurions voir. Invisibilisation faite dans le silence assourdissant des nombreuses féministes élues à la mairie de Paris, plus promptes à réagir sur l'absence d'écriture inclusive que sur ce féminicide abominable. D'ailleurs, dans le meurtre d'Elias, on peut dire que les réactions à gauche ont été très timides lorsqu'ont été dévoilés les faits concernant sa mort. Il avait donné son portable et n'a pas été tué d'un coup de couteau, mais d'un coup de machette. Un mensonge médiatique généralisé qui aurait pu porter un nom. Cachez donc la vérité que nous ne saurions voir. Mais dans les deux cas, les victimes n'avaient pas le bon profil de victime et les coupables n'avaient pas le bon profil de coupable. Alors soutien total à Nelly Garnier qui a eu le courage de mettre le doigt là où ça fait mal et qui prouve que des années après la sortie de sa chanson, Guy Béard a encore raison. La première qui dit la vérité, elle doit être exécutée. Tant mieux, vous ne l'avez pas chanté. Mais je suis
d'accord avec vous, mais au fond, Anne Hidalgo aurait pu tout à fait considérer qu'elle était en effet diffamée à la fin de l'intervention de Nelly Garnier si elle l'avait laissé poursuivre. Ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est le comportement de la maire de Paris qui, alors que Nelly Garnier parlait d'une manière tout à fait simple et apaisée en disant ce qu'elle avait à dire, la menaçait avec le doigt, lui a interdit de continuer et lui a demandé de s'excuser. On est où? On est en démocratie, même dans la vie municipale. Ça, c'est un scandale. Pour le reste, chacun a le droit de parler et l'autre de répliquer. Loïc Guin. Entièrement d'accord, comme souvent. Je suis assez étonné. Enfin, au fond, pas tellement étonné. Choqué, mais pas étonné. On a quand même, et pardon par avance, en matière politique, je suis assez agnostique, mais on a un peu cette, et vous m'excusez là encore l'expression, une gauche bobo qui s'offusque plus des mots que des faits ou les actes, et qui est prompte effectivement à avoir un outrage à orientation très variable, opportuniste, qui rappelle furieusement LFI, qui dénoncent assez vite les violences quand ça les arrange, et qui en revanche les excusent, voire les encouragent, quand ça va dans le même sens idéologique qu'eux. Je trouve effectivement scandaleux qu'elle ait coupé le micro. Je n'en suis pas plus surpris que ça, ce qui explique peut-être son score faramineux aux élections nationales, et sa carrière politique qui va se terminer, je dois dire tout à fait sincèrement, enfin. Trop tard d'ailleurs, parce que vu la gestion de la ville de Paris qui est quand même une catastrophe, j'aurais aimé que ça se termine plus tôt. Et ceci explique peut-être cela d'ailleurs. Luc Grasse, est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est de la censure? Oui, moi, ce qui me frappe toujours, comme une stupeur, c'est de ne pas nommer les choses et quand ça vous dérange, de ne pas aborder le sujet. Or, la démocratie, c'est précisément le dialogue entre des gens qui pensent ainsi et d'autres qui pensent ainsi. Mal nommer les choses, disait le poète et l'écrivain Camus, c'est ajouter du malheur au monde. Mais ne pas les nommer du tout, c'est capituler. Merci beaucoup, Philippe David. C'est les autres parler à votre place, qui plus est. Oui. Tout de suite, l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et ça va faire plaisir à Philippe Bilger. Une application de rencontre. Spice distribue 50 000 préservatifs dans la capitale en ce moment même pour la Saint-Valentin. Bah ouais, c'est pas rien quand même, 50 000. Imaginez, c'est la population d'une ville comme Albi, Laval, Gennevilliers, Arles, Martigues ou encore La Roche-sur-Yon. Tout ça juste en préservatif. Béziers. L'objectif de... C'est vrai. Pas mal. L'objectif de Spice... Ou Montcuq. Je crois pas qu'il y ait 50 000 habitants. L'objectif de Spice, c'est de promouvoir, je cite, une sexualité décomplexée mais responsable pour la Saint-Valentin. Décomplexée parce que sur Spice, il y a par exemple des albums photos privés quand c'est un peu, disons, olé olé. Voilà, je vous fais pas un dessin. Pour parler de cette opération, nous sommes en ligne avec le directeur marketing de Spice. Bonsoir Lucas Dufour. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Je crois que vous êtes sur le terrain, en plus en pleine distribution donc de préservatifs. Est-ce qu'il vous en reste encore? C'est pour un ami. Merci à vous déjà. Merci à vous déjà. Je suis bien sur le terrain. On est à la gare Saint-Lazare en ce moment. Et oui, la distribution se passe très très bien. On a commencé aujourd'hui à midi. Et on a eu beaucoup de chance avec la météo, on est sous le soleil de Paris, c'est rare, et la distribution se passe très bien. Et comment elle est accueillie justement cette distribution? Est-ce que certains disent non merci, je suis marié, tout va bien? On a beaucoup de non, mais beaucoup de oui également. Oui, ça rappelle des lectures enfantines. Voilà, c'est ça. Et assez surprenant, mais les femmes sont beaucoup plus réceptives et les hommes beaucoup plus sur la défensive. Voilà. Mais c'est normal parce que nous, on est vrai en fait. On se cache pas derrière des. Voilà, c'est ça. Luc Gras veut réagir. Non, pourquoi Gare Saint-Lazare, c'est un peu mortel? Pourquoi pas Gare du Lion? Alors, on est dans 20 endroits différents cette année. Ah oui. Ça n'est pas vous, Philippe, qui vouliez le préservatif et la jeune femme qui va avec? Non, pas du tout, cher ami. Vous me l'aviez dit. N'importe quoi. Plus maintenant, il a dit. Plus maintenant, il a bien changé. Et c'est tous les âges, on est d'accord, hein? Tous les âges à qui on distribue, ça, non. Bah oui, de plus de 18 ans quand même, mais voilà. Oui. De 18 à 98 ans, quoi. Ouais, vous avez bien compris. Oui, effectivement, c'est tous les âges. On approche surtout un public quand même un peu plus jeune, donc les 18 à 35 ans principalement, mais on touche tout le monde. Donc de la même manière qu'on le fait avec notre site de rencontre,
on touche tout le monde, mais c'est vrai que le public le plus réceptif, c'est les 18-35 sur Spice. Enfin, c'est un vrai message de prévention quand même, on est d'accord? Là, c'est un vrai message de prévention, effectivement. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais de nos jours, les jeunes se protègent de moins en moins. Oui. Et c'est assez grave. Loïc Guérin veut réagir. Question pour la gare. J'avais un mauvais mot et je m'en excuse par avance. Je pensais au tramway nommé Désir. Évidemment, ça n'est pas le lien. Donc je m'interrogeais plus sérieusement sur la raison de la gare. J'ai peut-être une petite idée, mais je vous laisse vous exprimer là-dessus. Pourquoi les gares particulièrement? Il y a un monde fou. Simplement le passage. Ouais. Donc on a 50 000 préservatifs à distribuer. Ça reste une grosse quantité. Donc on doit se positionner dans des endroits stratégiques pour la distribution. Oui, vous êtes aussi à République, Canal Saint-Martin, Quartier Latin, Oberkampf, Nation, Bastille, Sorbonne. Voilà, nos deux Philippe savent tout, si jamais ils veulent aller faire un petit tour à Paris. Voilà. Et comme c'est une belle opération, il ne faut surtout pas qu'elle capote. Pas mal, pas mal. Et pour affronter le France, on va tirer couvert évidemment pour distribuer les préservatifs. Bon, en tout cas, Philippe David, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas triste, de toute façon, il n'y avait pas votre taille. Allez, Lucas Dufour, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo pour cette opération. Et ils ont bien raison, attention, il faut vous couvrir, bien entendu, c'est très important. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. On va parler de l'Ukraine. Luc Gras. On va parler d'un livre qui s'appelle La démocratie en péril. Et avec vous, Loïc Guérin. On va parler de classement de la France en matière de corruption. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, l'auteur d'un excellent livre, Luc Gras, La démocratie en péril, dont on va parler dans quelques instants. Et évidemment notre avocat pénaliste Loïc Guérin, qui a vraiment des gens tellement parfaits autour de lui qu'il n'a eu besoin d'en défendre aucun, je crois, pour le moment. En tout cas, j'ai pas le droit d'en parler, donc de toute façon, je le dirai pas. Vous êtes comme ça rassuré. Oui. Reconnaissez que je suis quand même l'honnêteté incarnée. On y va comme tous mes clients. On est parti dans un... Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger. Vous voulez parler de l'Ukraine? Très bref, on en a déjà parlé hier. Et le débat était pourtant en l'absence de nos amis tout de même de haut niveau, puisqu'on avait un ambassadeur qui avait été en poste à Moscou. Et j'ai relevé une phrase d'Emmanuel Macron qui a dit « Mais il met en garde contre une paix qui serait, entre guillemets, une capitulation ». On ne saurait mieux dire. Et je rejoins beaucoup de nos amis qui, sur ce plateau, sont très sévères à l'égard d'Emmanuel Macron, mais lui reconnaissent quasiment un sans faute à l'égard de l'Ukraine et de la Russie. Loïc Guérin. Entièrement d'accord. Je suis loin d'être un partisan de ce qu'il a pu faire au niveau national et même au niveau international, à l'exception évidemment de la question ukrainienne. Je regrette un peu deux choses. Qu'il ait mis un peu de temps à réaliser que Vladimir Poutine n'était pas un interlocuteur avec lequel il devait continuer à maintenir des relations traditionnelles. Que c'est pas un individu avec qui vous pouvez conclure des pactes ou des alliances ou des accords parce qu'il les viole aussitôt qu'il le peut. Ça, il a mis un petit peu de temps à sortir de cette logique-là. Et l'autre regret, c'est que l'aide militaire réelle de la France, plus importante d'ailleurs qu'il n'y paraît, plus discrète, a un peu tardé à venir. La fourniture de Mirage, c'est enfin d'actualité. Il a fallu presque 2 ans de discussions, d'échanges plus ou moins confidentiels qu'on peut voir quand on suit un petit peu le conflit comme j'ai pu le faire. Et je regrette qu'on n'ait pas fait un peu plus et un peu plus vite. On a eu des Mirages, par exemple, qui avaient été livrés et qui n'ont pas été, qui sont repartis ailleurs que sur le terrain ukrainien. Le Gras. Deux observations. Tout d'abord, focalisé sur Poutine, on voit bien que c'est quand même pas un homme de paix. Donc il y a un moment, moi j'essaie pas d'être critique par rapport à Poutine, mais ce n'est pas un homme de paix et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces centaines de milliers de jeunes russes et
Ukrainiens qui sont morts aujourd'hui ou blessés, paralysés, ces familles massacrées. Et la seule question que je me pose, c'est quel est l'intérêt de Poutine avec un résultat pareil? Qu'est-ce qui contrebalance de l'autre côté? Et la deuxième chose, c'est évidemment une invite à construire cette Europe de la défense, car on le voit bien, on n'a jamais pu compter sur les Américains depuis qu'ils sont venus nous sauver en 1945. Ça n'est pas vrai. Ils voient d'abord leurs intérêts. Et la France, aujourd'hui, doit, et c'est peut-être le seul intérêt de l'Europe, construire une défense commune et rapidement pour pouvoir se défendre par nous-mêmes, parce que c'est une évidence, autrement on sera livré à un très grand risque. Avec des partenaires qui ont tous ou presque acheté des F-35 et aucun des Rafales, soit dit en passant. Oui, et pire que ça, même parfois ils n'achètent même pas américains, mais ils achètent coréens. Oui, exact. Loïc Guérin. La corruption en France, une magistrate pourriez me poursuivie passer mon enveloppe, s'il vous plaît? J'en ferai des honoraires. En l'occurrence, je suis tombé sur un article il y a 24-48 heures qui m'a un peu marqué. C'est un dossier qui traîne depuis un petit moment. Il n'a rien de nouveau, mais il y a eu des rebondissements récents. C'est la mise en examen d'un certain nombre de protagonistes dans une affaire à Nice qui concerne, en réalité, une affaire au départ factuellement en Corse, puisqu'elle mêle, entre autres, évidemment sous réserve évidemment de ce qui va se passer. Je ne dis pas que les personnes sont coupables du tout. C'est juste pour l'instant des personnes mises en examen. Mais le piquant de l'affaire, si je puis dire, c'est que c'est une magistrate de haut rang, puisque c'est une ancienne présidente de cour d'assises, qui a été mise en examen pour des faits, en tout cas sur la qualification grave. Sont-ils vrais? On le verra. 21 chefs d'accusation, je crois. Dont faux, je crois, en écriture publique. Alors, c'est pas de la corruption, c'est du trafic d'influence, mais enfin, c'est le frère jumeau. Etc., etc. Et avec, évidemment, en toile de fond, le milieu corse, donc des choses assez croustillantes, si je puis dire, et des mélanges un peu détonnants entre la plus haute magistrature et un certain nombre de personnes qui, normalement, terminent plutôt devant qu'à côté. Et en plus des liens, je crois, personnels, puisque c'est ancien compagnon. Donc cet article-là, comme beaucoup, je l'ai vu, et il a sonné un peu avec une certaine résonance, puisque le lendemain ou le jour même, je suis tombé sur un autre article sur le classement de la France par Transparency International. Donc vous savez que chaque année, il y a des classements depuis une vingtaine d'années, 95 sauf erreur, et les pays sont classés par ordre de perception de la corruption, mais c'est le meilleur critère possible qu'on puisse avoir, parce qu'évidemment, par définition, elle est masquée. La France était jusque-là autour de la 20e place, elle avait un petit peu baissé, je crois, et elle vient de chuter de 5 places. Elle est passée à la 25e place, ce qui pour le coup est la plus grande chute historique de la France depuis les 30 dernières années, dont ce classement existe. Et ça s'explique parce que on a, alors j'avais noté, j'ai plus le chiffre exact, je crois que c'est une vingtaine de ministres qui ont été inquiétés ou condamnés, chefs d'État qui en ce moment d'ailleurs passent devant à nouveau devant un tribunal correctionnel, etc., etc. L'opinion qui est exprimée est inquiétante puisqu'il est considéré que la France est en état tel que, sauf mesure radicale, on risque de perdre le contrôle sur la corruption qui s'installe dans le pays. Et j'en finirai par là, une certaine résonance aussi avec des moyens qui sont de plus en plus faibles pour les services publics, des fonctionnaires qui évidemment sont soumis à des pressions plus grandes, des tentations plus grandes. Donc on a véritablement peut-être un souci à se faire sur ce fragilité peut-être. C'est un sujet très sérieux, Loïc. En effet, c'est tout à fait étonnant de voir, alors qu'on ne cesse de prétendre lutter contre la corruption, de voir la France descendre à la 25e. Mais une dernière question parfaitement dérisoire. On a intégré dans ce classement le fait qu'il y ait des tricheurs dans une émission de haut niveau aux vraies voix, qui est un arbitre très discutable. Arrêtez votre narcissisme qui consiste à parler de vous en permanence sur le tricheur. Allez, direction Luc Gras avec ce livre qui vient de sortir, La démocratie en péril. Et vous le dites dans votre livre, du référendum au 2005 aux dernières élections, à quoi sert de voter? C'est ce que visiblement se posent les gens aujourd'hui. En ce grand jour de la Saint-Valentin, c'est un livre d'amour pour la démocratie en réalité. D'ailleurs, je presse tous les auditeurs à se fournir s'ils veulent l'offrir à leur bien-aimé. En effet, moi je suis attaché à la démocratie et je me suis beaucoup posé la question pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi cette fracture entre les élus et les citoyens. Et mon expérience de nombreuses années au sein des institutions m'a montré qu'on pouvait identifier une clé de lecture. Cette clé de lecture, elle est simple, c'est qu'il y a une logique politique autonome qui n'est pas la logique humaine. C'est-à-dire que quand vous êtes élu, dès que vous arrivez à l'Assemblée nationale, par exemple, on vous prend en main, vous avez une sacoche, vous avez des collaborateurs, vous avez des enveloppes parlementaires, etc. Et finalement, vous décollez, vous êtes
Dès que vous êtes élu, hors sol, et là, vous rentrez dans une sorte de marigot où il faut se battre pour non seulement conserver sa place, mais éventuellement progresser pour justement s'éloigner d'autres crocodiles. Et donc, on le voit bien, ça vous prend toute votre énergie, ça vous pompe votre énergie, et donc, évidemment, que les préoccupations des citoyens, à ce moment-là, sont délaissées. Alors, c'est grave, parce que non seulement les citoyens n'y trouvent pas leur compte, mais ça les pousse à voter pour des votes de rupture, d'où la montée des partis de rupture, au détriment des partis de gouvernement, puisque ceux-ci ont failli. Oui. Et en plus, le regard extérieur, évidemment, de ceux qui ne sont pas des démocrates, sont bien heureux, puisque qu'est-ce qu'ils voient? Une démocratie défaillante, c'est ce qui permet à certains de parler de démocratie décadente. Et vous voyez que là, on a tous les éléments pour que notre démocratie, à laquelle nous sommes tous autour de cette table attachés, eh bien, cette démocratie du service du bien commun, elle s'éloigne peu à peu au détriment d'une démocratie factuelle et qui est en danger. Et pour nos enfants, nous devons ressaisir le flambeau de la vraie démocratie, c'est-à-dire celle, quand vous vous engagez en politique, vous vous engagez pour quelques années au service du bien commun. 12 propositions viennent parachever cette démonstration dans le livre, à la fois mieux encadrer la formation des élus, mais aussi mieux écouter les citoyens. Est-ce que vous ne croyez pas, Luc, tout de même, que derrière tout cela, ça doit être très passionnant à lire, il y a le tempérament français qui n'aime pas la réforme, qui aspire dans ses obscurités à la révolution et qui n'aime pas la vie politique paisible? Alors c'est vrai que le naturel, chassez-le, il revient au galop. Alors c'est vrai que nous sommes un peuple gaulois, n'en déplaise à certains, et que nous aimons le combat fratricide, et qu'il n'y a pas seulement la place pour un dialogue, il y a aussi place pour une confrontation. C'est précisément l'histoire des alternances droite-gauche qui ont qualifié ce pays. Parfois il y a du conflit, parfois il y a du dialogue, mais à l'arrivée, l'enjeu, c'est de ne pas trahir le peuple. Merci beaucoup, Luc Gras. Voilà, on le montre. Comment on peut se le procurer, ce livre? Il est où? Eh bien, sur une plateforme malheureusement étrangère, car c'est une auto-édition. Et voilà, et ben on le transmet. Qui commence par un A et qui finit par un N. Qui commence par un A et qui finit par un N. Voilà, Luc Gras, La démocratie en péril. Je vous incite bien entendu à vous le faire offrir ou à vous l'offrir à quelqu'un. En attendant, un autre cadeau, puisque c'est Céline qui est avec nous au 0826 300 300, ce 9e appel au standard. Bonsoir Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir toute l'équipe. Céline, vous êtes très heureuse ce soir. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Alors ça, j'ai gagné la Saint-Valentin un week-end au Futuroscope. Moi je dis ça c'est quand même pas banal. Donc écoutez bien Céline, vous allez pouvoir remporter donc ce séjour au parc du Futuroscope avec 4 personnes. Vous pouvez partir avec 4 maris ou 4. Enfin vous faites comme vous voulez. Non, pas quand même. Ouais, j'en ai assez d'un. Voilà, c'est ça. En famille, donc avec 2 adultes et 2 enfants, vous allez pouvoir remporter une entrée au parc pour 2 jours consécutifs, hein, une nuit à l'hôtel Futuroscope, les petits déjeuners et l'accès au spectacle nocturne. Voilà, ça c'est votre cadeau de la Saint-Valentin offert par le Futuroscope et par Sud Radio. C'est super, je vous remercie, c'est un super cadeau. Et Cécile, j'ai une petite anecdote pour vous. Oui, allez-y, ça me fait toujours peur. Allez-y. Il y a quelques années de ça, vous animiez la matinale. Ouais. Et j'ai gagné le même séjour avec vous. Mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Je vous jure. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On annule. C'est grâce à vous. Et c'est grâce à vous que j'ai découvert le Futuroscope et que je l'ai fait découvrir à mes enfants. Donc je suis heureuse, vous pouvez pas vous imaginer. Eh ben voilà, je suis très heureuse. Vous avez vraiment de la chance, Céline. En tout cas, ça veut dire que vous nous écoutez depuis longtemps. Oui, exactement. Que vous êtes fidèle. Que je suis fidèle à Sud Radio et merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci et que le chiffre 9 vous porte bonheur. Voilà, Céline, on vous fait des très gros bisous. On vous embrasse. Rendez-vous dans 2 ans, donc c'est ça ce que vous me dites? Voilà, on fait ça à peu près, ouais, ça serait pas mal. Allez, je vous embrasse très très fort, embrassez cette petite famille. Prenez bien soin de vous et surtout très bonne Saint-Valentin. On revient avec vous dans quelques instants pour la suite de cette émission. On est ensemble jusqu'à 19h, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
0826 300 300, son numéro que vous le connaissez bien. Et puis sachez que notre chaîne YouTube, bientôt le million, j'espère que vous en faites partout. Ça approche. Ah ben ça approche de plus en plus. Et voilà, pas doucement, mais rapidement, mais sûrement. Ouais, ça va. Vous pouvez nous regarder, nous écouter aussi, bien entendu, sur le DAB+. Vous le savez, cette petite, en tout cas sur votre voiture, vous n'êtes pas obligé de passer par je suis partie. Les hertziennes, voilà. Je vais y arriver ce soir. En tout cas, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, un petit peu partout. Nous sommes là et nous sommes très puissants grâce à vous et on vous en remercie. Autour de cette table, Philippe Bilger, Loïc Guérin et Luc Gras et le 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétarame, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. Je n'ai jamais été informé. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. LFI saisit donc la justice contre François Bayrou pour non-dénonciation de violences sexuelles au collège-lycée de Bétarame. Selon Mediapart, le Premier ministre lui aurait délibérément passé sous silence, accusation vivement contestée par le chef du gouvernement, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que cette affaire pourrait avoir des conséquences politiques? Et à cette question, Bayrou peut-il être fragilisé par l'affaire Notre-Dame de Bétarame? Vous dites oui à 83%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que le Premier ministre est plutôt fragilisé ? Aujourd'hui, de telles accusations sont dévastatrices. Il est clair que, évidemment, peut-être aussi le Premier ministre s'est-il en toute bonne foi mal défendu. Mais ça, c'est un autre problème. J'ai pu écouter sur une radio que je n'ai pas l'habitude d'écouter en général le président de l'association des élèves des anciennes victimes, et cet homme m'a apporté des éléments en disant le Premier ministre m'a téléphoné pour dire qu'il soutenait absolument mon action, et cet homme qui pourtant est très directement intéressé par ce qui s'est passé dans cet établissement a dit qu'à son avis le Premier ministre n'avait jamais été informé sur des violences physiques et encore moins sexuelles. Alors pour le reste, je suis persuadé que, évidemment, les sondages le démontrent, l'enquête sur Sud Radio, lorsqu'on fait de telles accusations aujourd'hui, il est clair que le commun des citoyens, même de bonne foi, n'a que trop tendance à y croire. Luc Gras. C'est une attaque qui forcément, en raison du sujet, porte, c'est vrai. Et en même temps, on ne peut pas la sortir de son contexte politique. C'est qu'il y a une volonté de certains de tout conflictualiser et d'affaiblir le Premier ministre, quel qu'il soit. Clairement. Je suis assez d'accord avec Philippe que quand on est en politique à ce niveau-là, et pourtant ceux du camp d'en face devraient le savoir, on rentre pas dans les détails, c'est des vies où vous passez d'un sujet à l'autre, etc. Donc je suis pas certain qu'en réalité François Bayrou ait eu le temps de se pencher là-dessus. Maintenant, c'est vrai que puisque c'est une valeur de gauche, on pourrait attendre aussi de la gauche que François Bayrou, sur ce sujet-là, qui ne se défend pas toujours bien, je le constate, mais on pourrait attendre qu'il ait le bénéfice du doute tant qu'il n'y a pas une certitude. C'est grave d'accuser un Premier ministre, c'est grave de l'affaiblir. Je l'ai pas toujours trouvé bon, mais là, je trouve que c'est une course contre l'homme, là. C'est la chasse à l'homme qui est dégoupillée. Alors je pense que là, on devrait quand même garder mesure. Loïc Guérin. Oui, l'avocat de la défense ou oui, d'ailleurs je vais même être un cran plus loin dans le même sens bien évidemment, mais j'avais regardé ça d'un œil inattentif jusque-là, mais sachant que c'était un des sujets ce soir, j'ai regardé un petit peu plus, donc sous réserve que je me trompe sur les faits que j'ai regardés. Pour faire un petit résumé, on a donc LFI qui vient choisir une cible qui est par hasard bien évidemment le Premier ministre. Alors c'est Mediapart qui a sorti la J'entends. Mediapart. Il faut remettre quand même la genèse. Bien sûr. Enfin, la genèse, elle n'est pas nécessairement toujours comme ça, on le sait très bien. Oui.
Si vous voulez faire sortir quelque chose, vous allez parler à l'oreille du journaliste qui va publier une feuille, et ensuite vous vous servez de la feuille comme une excuse. C'est pas de l'investigation, c'est de la dénonciation. Je suis assez d'accord. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour certains articles de Mediapart, mais ils ont la fâcheuse tendance de cibler le résultat et tenter de l'atteindre, quand bien même les faits contrediraient un petit peu leur cible. Et je l'ai vécu à titre personnel, donc je peux d'autant plus en témoigner. Donc, peu importe comment ça se présente, à la fin de la journée, c'est LFI qui instrumentalise ça outre mesure et qui vise le Premier ministre. 1. 2, on a à la fois le représentant effectivement des victimes et l'avocat d'autres victimes, donc les deux victimes principales, viennent dire expressément « nous ne mettons absolument pas en cause M. Bayrou » et 2, nous condamnons l'instrumentalisation politique qui a lieu, ça n'est pas le sujet, ça n'est ni la cible, ni l'objet. Donc en clair, LFI vient parler à la place des seuls qui ont la parole, les victimes. D'accord ? Donc ça me gêne aussi. 3, on a, si on regarde un peu les faits et l'historique, M. Bayrou était quoi à l'époque ? Rien. Il était rien. Député de la circonscription. Il a été ministre jusqu'en 95 quelque chose. En 97, il n'était plus ministre de l'Éducation. Donc déjà, or les faits les plus graves, c'est 97, les premiers, se relever. Il y en a eu beaucoup plus avant, ça a été continuel, mais les faits les plus graves, c'est 97, il n'est plus ministre. Donc en qualité de quoi aurait-il eu l'obligation de dénoncer ? Si on va là, parce qu'il dit que sa femme donnait des cours de... Ils disent que sa femme donnait des cours de... Et ses 3 enfants étaient dans l'établissement. Mais je vous donne des arguments donnés par... L'argument de Bayrou de dire ces enfants étant dedans, s'il y avait eu quelque chose, je me serais bougé, il est assez recevable. Quand vous êtes parent, vous avez vos enfants qui sont en danger, vous bougez. Donc il s'est pas mal défendu sur ce point-là. Et pour finir, donc en qualité de quoi serait-il coupable de non-dénonciation de crime ou de délit, dans la mesure où il n'était pas au pouvoir, il n'avait pas en charge particulièrement ça. Et alors, on va aller plus loin, puisque les filles essaient d'appliquer une logique tordue, qui me rappelle quand même un petit peu les procès d'une ex-Union soviétique. Procès d'intention, on crée le buzz sur rien, et on détruit un homme parce que c'est opportun sur le moment. Il va falloir qu'ils aillent au bout de leur logique. À chaque fois qu'il y a eu des faits de violence dans des écoles, en plus c'est une école catholique, probablement le pur hasard que ça intéresse les filles. C'est gratuit, on ne tape pas sur l'électorat, on sait très bien qu'on va frustrer personne. J'aurais aimé les voir si l'orientation religieuse de l'école en question avait été différente. Je pense qu'on aurait beaucoup moins entendu l'extrême gauche sur le sujet. Mais c'est probablement moi qui suis mal intentionné en disant ça. Et pour en finir, en clair, s'ils veulent aller au bout de la logique, le maire de l'époque, paix à son âme, était socialiste. On n'entend pas son nom, et heureusement, il est décédé, il ne pourrait pas se défendre. On peut pousser la logique un peu plus loin et aller voir qui était ministre à quel moment, lorsque dans une autre école, à un autre endroit, des faits graves auraient été commis ou ont été commis. Et puis toute la classe politique française, et les filles compris, va devoir, elle aussi, être visée pour des faits de non-dénonciation. Sur le plan juridique, très franchement, ça tient à peu près pas 2 secondes. Sur le plan politique, c'est la pire instrumentalisation qu'on puisse imaginer. On est dans le procès politique de base, ça rappelle de sales époques, et je trouve personnellement que le débat devrait même pas exister. À moins de démontrer qu'en tant que ministre, il était informé personnellement, c'est non-sujet pour moi. Mais est-ce que les faits ont été avérés ? Est-ce qu'il y a une condamnation ? Ils font l'objet d'une enquête. Voilà, c'est donc ça. la présomption d'innocence, là aussi, à la trappe. Mais il semblerait quand même, d'après en tout cas le rapport journalistique, mais il faut toujours prendre ça avec beaucoup de pincettes, parce que la vérité judiciaire n'est pas, et fort heureusement, la vérité médiatique. D'accord, donc il aurait fallu qu'il dénonce des faits... Alors qu'il n'était pas en position plus qu'un autre, il était même moins qu'un autre. Et qui n'ont pas été jugés. Voilà, qui n'ont pas été jugés. Non, mais ce qui ne va pas dans tout ça, c'est les attaques à géométrie variable. Une pensée pour ces femmes afghanes. Aucun parti actuellement ne se mobilise pour défendre les femmes en Afghanistan. Et là, on attaque, comme par hasard, comme c'était très bien dit par Loïc, c'est le Premier ministre de la France. Donc, c'est pas possible d'être hémiplégique à ce point-là. On doit être, surtout quand on est un homme de gauche, qu'on se doit d'être universaliste, on doit vraiment poser les questions dans leur ensemble, dans leur globalité, et pas regarder un sujet parce que ça vous intéresse électoralement. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup Philippe Bilger pour cette belle semaine, merci Loïc Guérin d'avoir été avec nous, merci Luc Gras et de ce très joli cadeau, La démocratie en péril, que je vais lire bien entendu avec beaucoup de plaisir, et Philippe David aussi. Absolument, et on vous remercie puisqu'il a écrit derrière, il a écrit comme chroniqueur sur Sud Radio afin de porter une analyse de l'actualité politique faite de sens. Et on vous remercie pour cette petite phrase, Luc Gras. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Aude, merci Nelly, merci Félix et merci à l'ensemble des équipes de Sud Radio pour encore cette belle semaine. On vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin et on part au rugby. Salut Alexandre Priam.
Salut les vrais voix, belle Saint-Valentin. Avec un gros, ça va très bien, avec un gros match ce soir sur Sud Radio entre deux clubs multi-titrés du Brennus, Agen et Béziers. Ah, effectivement, Agen et Béziers ce soir à 21h. Alors les Agenais, ils sont en grande difficulté dans cette saison de Pro D2. Ce sera le temps fort de cette soirée, de cette 20e journée. Coup d'envoi à 21h, mais avant ça, à 19h30, le multiplex sur Sud Radio. Et dans quelques instants, Valence-Biarritz. Vous le savez, ce week-end, pas de tournoi destination. Oui. C'est un week-end de relâche. On retrouvera le top 14 demain avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée avec le rugby. Merci. On vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi à partir de 17h. Salut, bon week-end, salut.